Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Je crois que je ne vais pas y arriver. Je suis donc chargée de... On s'est réparti le travail... Là, vous m'entendez? Oui. Donc moi, je vais vous parler du parcours d'Irène Chiot, épouse Rossel, en insistant sur les motivations de son engagement, ce qui va faire suite à la présentation de Catherine, que vous avez entendue au départ. Mes camarades de l'Arori travaillent depuis très longtemps évidemment sur le thème de la résistance et de l'occupation dans Lyon. Donc ils ont déjà, en particulier Thierry Roblin qui se cache là-bas, qui a écrit une notice que vous pouvez retrouver, une notice biographique que vous pouvez retrouver très facilement en ligne sur Irène Chiot. Donc il y a déjà eu beaucoup de recherches faites sur son action concrète sur le terrain. Pour ma part, je me suis posé la question, un peu comme je me l'étais posée en travaillant sur Georges Semprin, pourquoi elle a fait ça, comment elle a fait, comment elle a commencé. Si on fait une petite recherche internet aujourd'hui en rentrant le nom Irène Chiot ou Irène Rossel, on va tomber bien sûr sur les travaux de l'Arori et on va avoir très vite la liste impressionnante de ces distinctions qu'elle a reçues très rapidement, puisque une distinction lui a été remise sur son lit de mort, en quelque sorte, et les autres très rapidement après la guerre. Donc elle a eu la Légion d'honneur, la Croix de guerre avec Palme, elle est médaillée de la Résistance avec Rosette, elle a la médaille Freedom des États-Unis, etc. Cette réussite, la rue Irène Chiot à Épizy a été baptisée déjà juste après la guerre. Donc on peut se demander comment elle a pu avoir cette reconnaissance et pour quelles raisons. Alors vous l'avez compris, c'est pour toutes les raisons évoquées par Catherine et aussi par Joël. C'est parce qu'elle a eu un rôle assez exceptionnel dans le sens où son travail a consisté à avoir la capacité de créer des liens avec des organisations extrêmement différentes et d'être à la tête d'un groupe de résistants assez important. Souvent, quand on va au départ, l'historiographie a un peu minoré la résistance des femmes. On les considérait plutôt comme des agents de liaison où elles portaient des paquets ou des messages, etc. Et donc, il a fallu beaucoup d'années avant qu'on s'intéresse au travail concret des femmes. Cette résistance, elle est minorée, elle est difficilement mesurable dans la mesure où souvent les résistantes n'ont pas revendiqué leurs actions après-guerre. En fait, elles sont retournées dans leurs travaux habituels pour celles qui avaient survécu et elles n'ont pas, contrairement aux hommes, elles n'ont pas revendiqué leurs actions. Alors, pour ce qui concerne Irène Chiot, on a dit qu'elle était superintendante d'usine, donc l'ancêtre d'une des branches du métier d'assistante sociale. C'est une profession surreprésentée. Il y a plusieurs chercheurs, dont Formaglio, qui ont travaillé là-dessus à partir des fichiers après-guerre. Donc, les assistantes sociales constituent un corps de métier, une profession qui va s'engager. On va chercher bien sûr des gens qui connaissent bien le terrain, qui peuvent circuler, qui ont un maillage relationnel, institutionnel, ce qui fait que, je dirais presque naturellement, avec des guillemets, on les retrouve dans de très nombreux réseaux. Ce parcours d'Irène, il s'inscrit aussi dans, et là je vais reprendre un petit bout de ce que Catherine a dit. Ses motivations viennent, on l'a dit, elle s'engage dans la franc-maçonnerie, elle est directrice d'orphelinat, etc., etc. Elle est militante syndicale et politique. Et au décours de son parcours d'avant-guerre, elle va rencontrer de très nombreuses personnes qui vont jouer un rôle capital dans son engagement. C'est Thierry Roblin qui parlait dans sa notice d'un premier engagement juste en 1940,
où elle aurait fait partie d'un premier essai de mouvement, enfin de mouvement à Toulouse. Donc j'ai recherché un peu quel pouvait être ce mouvement. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse définitive, mais en tout cas, il y a de très fortes probabilités qu'il s'agisse du réseau de Pierre Berthaud, qui fondera plus tard le réseau Brutus. Là, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais c'est en lien avec justement l'appartenance maçonnique et le comité Zengor, où elle a rencontré plusieurs personnes, dont Marx Lenin, déjà cité, Jean-Maurice Herman, qui est aussi journaliste, secrétaire général CGT des journalistes, et un certain Vassili Soukomlin, qui lui aussi est journaliste et traducteur. Bref, ce que je veux vous dire en résumé, c'est que ce sont des personnes qu'elle a connues par l'intermédiaire de son mari, Léonide Rossel, dont on a dit qu'il était représentant des ouvriers russes en France. Ces liens avec tous ces personnages qui vont permettre de nouer des contacts différents vont être essentiels pour asseoir aussi, c'est comme ça qu'on peut aussi comprendre son autorité, sa capacité à fédérer les gens, certainement à les mettre eux-mêmes en relation. Il y a encore tout un travail de recherche à faire là-dessus sur les ramifications. Comme Joël l'a expliqué, chaque petit, soit mouvement, soit groupe, soit réseau, va essayer de tisser des liens avec les autres pour être le plus efficace possible. C'est une morale de conviction, la résistance, mais c'est une morale aussi pragmatique d'action. Il l'a dit, il faut agir, il ne s'agit pas juste de parler dans la forêt, il faut agir, et pour agir, il faut être concret, parce qu'il faut être efficace. Donc Irène Chiot, c'est une résistante sédentaire, elle conserve ses occupations ordinaires, il se trouve qu'elle est assignée à résidence forcée dès juin 1941. On le sait, c'est Catherine Monjanel qui a découvert ce document, on le sait parce qu'elle doit ensuite rendre des comptes justement au commissariat de la police des sociétés secrètes, où elle est convoquée, puis elle dit bah, écoutez, non, je suis désolée, mais comme vous le savez, je suis assignée à résidence, donc je ne peux pas bouger. Donc elle reste dans Lyon, là où habite sa mère. Son père, le père d'Irène, est mort en 1934, si je ne me trompe pas. Et j'ai retrouvé, je suis désolée, je vous montre de loin, vous ne pourrez pas le voir, mais une annonce dans un journal où la famille Chiot, donc on imagine Irène et sa mère, qui doivent quand même avoir besoin d'argent, louent un petit meublé indépendant qui conviendrait pour personne seule, Chiot, rue des Pizy. Ça date de 1942. Donc elle cherche un peu à arrondir les fins de mois, ou même à faire les fins de mois, en louant un petit lieu dans leur propriété. Donc, bref, les motivations, le leitmotiv des résistants, c'est faire quelque chose. D'un point de vue philosophique ou moral, c'est un impératif catégorique, c'est-à-dire je ne peux pas m'y soustraire, tous les résistants et sous toutes les formes de résistance, qu'elles soient civiles, armées ou autres, quand on interroge après les survivants, ils disent bah, écoutez, moi je ne suis pas un héros, je ne pouvais pas faire autrement, il fallait faire quelque chose. Donc c'est une morale de l'action. Chez elle, on a dit la continuité avec sa voie professionnelle, ses activités intellectuelles et spirituelles, et elle va justement, comme l'a décrit Joël, utiliser tous les cercles de sociabilité, donc proches, sa cousine, son cousin, son oncle, etc., mais aussi de façon plus élargie, en cercle concentrique, pour avoir le maximum d'efficacité. En 1940, elle travaille donc à Saint-Florentin, comme on l'a dit. Il y a ce premier réseau. Il y a probablement la constitution avec différentes organisations. Pour elle, donc, elle va faire partie, donc elle a son groupe, le groupe Irène Chiot, et puis elle va se fédérer avec le groupe Bayard, avec Bugmaster, déjà évoqué tout à l'heure, et les FTP,
puisque les FTP, comme Michel R et Semprin, qui sont FTP, vont aussi essayer de rentrer dans Buckmaster, toujours pareil pour avoir des armes. Il y a d'ailleurs une interview de Michel R qu'on peut trouver dans les cahiers Jaurès, où il explique qu'il a toujours caché, même au grand chef Buckmaster d'Orléans, qui est Henri Fragé, qui sera exécuté plus tard à Bruneval, il a toujours essayé de cacher son appartenance au FTP, c'est-à-dire la branche armée du Parti communiste. Donc chacun essaye de louvoyer pour avoir le maximum de choses. Parmi les actions faites par Irène, donc il y a réception des parachutages à Piffon le 23 août 1943, à Volgré le 16 septembre 1943. Elle va participer à la distribution, enfin à l'approvisionnement en armes des maquis, comme celui de la forêt d'Olt, le maquis Horteur, le maquis Vauban et le maquis Bourgogne. Il y a l'organisation de groupes de sabotage et de combat. Ça, on le sait par toutes les attestations qui sont faites notamment par le commandant Herbin après-guerre. Le stockage d'armes, puisque la maison d'Épisy sert de stockage pour les armes et sert aussi d'hébergement de résistants, comme vous avez entendu Semprin raconter, et de personnes recherchées. On va retrouver les actions décrites par Joël tout à l'heure, avec le sabotage des wagons de paille et un gros sabotage, celui de Pontigny, justement, fait par Georges Vannereux, qui va précipiter la chute d'Irenchio. Pendant ce temps, que devient Léonide Rossel? Léonide Rossel, il arrive, il est donc russe, il est étranger, il est juif, il ne peut plus travailler, puisque vous savez qu'avec les différents statuts des juifs qui paraissent très tôt, il ne peut pas du tout être journaliste, c'est pas possible, les syndicats sont interdits, donc voilà. Il va donc se cacher chez sa belle-mère, c'est la belle-mère, donc la mère d'Irène qui le raconte elle-même dans ses dépositions d'après-guerre, lorsqu'elle fait les dossiers pour la reconnaissance des titres de résistante et de déportée résistante, plutôt de sa fille. Donc il est dans Lyon et j'ai trouvé un témoignage très intéressant du fameux Vassili Soukomline, son copain journaliste et russe. Vassili Soukomline, lui, survit à la guerre parce qu'il arrive à prendre une filière d'émigration vers les États-Unis en juillet 1941. Donc en 1941, Léonide et lui seraient venus, c'est toujours Soukomline qui parle, ils seraient venus tous les deux, et peut-être avec d'autres, chez Irenchio et sa mère, enfin du coup Léonide chez sa femme, hein, ils sont toujours mariés, et ils auraient été cachés. Soukomline raconte qu'on aurait fourni des faux papiers, que Léonide aurait eu des faux papiers qui lui auraient permis de rester un peu sédentaire, un peu camouflé à Joigny. Soukomline dit aussi qu'il a déposé une partie de sa bibliothèque, donc avec des livres bien sûr très engagés politiquement et des livres désormais interdits, chez la mère d'Irène, et qu'ensuite, tous les deux, à des dates apparemment différentes, ils vont être contraints, ils parlent de dénonciation. Léonide est donc contraint de quitter, de se cacher, de quitter. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu les rafles de juifs dont parlait Joël tout à l'heure, qui précèdent, parce que dans Lyon, les grandes rafles précèdent le Veldiv à Paris, c'est 2 jours avant. Donc bref, il va se cacher dans le sud de la France. Là-bas, il est enregistré comme ouvrier agricole. Soukomline, lui, va réussir à s'exfiltrer. Jean-Maurice Herman, déjà évoqué aussi, il s'exfiltre, il va être rattrapé après. Bon, bref. L'idée, c'est que vous voyez tout ce petit groupe de la diaspora russe, cégétiste, Parti socialiste révolutionnaire, souvent francs-maçons, etc., ils vont aller vers le sud pour essayer de se cacher. Beaucoup d'entre eux sont juifs et ils vont être amenés à devoir se cacher dans le sud au moment où il y a encore la ligne de démarcation et qu'on est en zone non occupée. Donc on arrive, voilà, entre-temps, bon, il y a des tas d'autres aventures que je n'ai pas le temps de vous raconter.
Mais en tout cas, on arrive à la date fatidique du sabotage de Pontigny. Ce sabotage est donc réalisé, comme l'a dit Joël, par Georges Vannereux, avec Paula Buchillot, donc la cousine d'Irène, et 3 autres résistants. Et donc, ce sabotage est réalisé dans la nuit du 6 au 7 octobre 1943. Il va créer une explosion énorme. Il y a 7 wagons de munitions qui vont sauter, qui vont provoquer d'importants dégâts. Et surtout, il y a une petite fille de 12 ans, André Merle, qui va périr dans à cause de cet événement. Le 7 octobre, Georges Vannereux quitte ses camarades, veut aller à Saint-Florentin et il est arrêté à un barrage par des faits de gendarmes. Il est gardé à Saint-Florentin et puis ensuite il ira à la prison d'Auxerre. Vannereux sera plus tard fusillé. Le lendemain, donc, c'est au tour d'Irène Chiot d'être arrêtée. Il se trouve que ce jour-là, elle héberge Semprin qui est là, Michel R aussi. Michel R, il va réussir à se faufiler, à s'enfuir. Donc, bref, Jean Semprin, qui a 19 ans à l'époque, et Irène Chiot vont être arrêtés. Ils vont ensuite incarcérés à la prison d'Auxerre et ils vont partir, ils vont être déportés l'un et l'autre en janvier 1944, Semprin vers Buchenwald et Irène Chiot vers Ravensbrück. Il y a bien sûr, comme Joël a expliqué, la répression à ce moment-là s'accélère et il y a toute une série de résistants, déjà cités, les frères Horter, etc. Il y a Julien Bon qui est exécuté dans une embuscade. Enfin bon, bref, il y a plein d'arrestations qui se passent. Irène arrive, donc est transférée d'Auxerre à Compiègne le 21 janvier 1944 et le 27 janvier 1944, elle est déportée vers le camp de Ravensbrück. On appelle son convoi le convoi des 27 000 parce qu'elles vont porter des numéros matricules à partir de 27 000 et plus. Ce convoi part le 31 janvier 1944. Elle a le matricule 27 814. Dans ce convoi, 70% ont moins de 45 ans. La plus âgée à 68 ans, c'est Émilie Tillon, la mère de l'ethnologue Germaine Tillon. Et la plus jeune, Paulette Floiras, a 17 ans. Quelques jours avant, donc, Semprin, Olivier Crête, qui est aussi du coin, Raoul Marchal, sont déportés par le convoi du 27 janvier 1944 à destination de Buchenwald. Semprin ira à Buchenwald même, et les 2 autres, Olivier Crête et Raoul Marchal, seront transférés à Dora, qui est une annexe du camp de Buchenwald. Semprin et Raoul Marchal rentreront de déportation. Olivier Crête, non. Il y a aussi un des frères Horter qui va être déporté un peu plus tard, qui lui sera déporté à Neuengamme. C'est ça pour vous dire l'extrême dangerosité, c'est-à-dire qu'après, bon voilà, une fois qu'on est arrêté, alors il y a les fusillés, il y a les exécutés, il y a beaucoup de déportés. Irène se retrouve donc au camp de Ravensbrück, qu'on appelle l'enfer des femmes, donc c'est le plus grand camp de femmes où les femmes sont rassemblées. C'est un camp extrêmement dur. Vous connaissez Germaine Tillon et tous ses travaux, donc vous voyez le quotidien. C'est un camp où on fait des expérimentations médicales, où il y a aussi une chambre à gaz mobile. D'ailleurs, la mère de Germaine Tillon, Émilie, se fera gazer dans ces chambres à gaz mobiles. On pratique la torture, il y a beaucoup d'expérimentations extrêmement douloureuses et qui vont amputer les femmes survivantes, les faire mourir, et puis celles qui survivent, qui vont les amputer de façon terrible. Donc ensuite, Irène et un grand nombre de ses camarades vont être envoyés en commando. Un commando, en fait, c'est une brigade de travail. Tous les camps de concentration ont des brigades de travail pour l'autarcie du camp, la buanderie, le lavage, le jardinage, la morgue, l'infirmerie, etc., les cuisines.
Et puis, il y a des commandos extérieurs qui sont rattachés à des entreprises de plus ou moins grande taille. Donc, on en a tous chez nous, hein, Siemens, Bosch, toutes les grosses firmes qui vont trouver de la main-d'œuvre bon marché. Parce que la SS, qui est une économie parallèle dans le système du Reich allemand, loue ses esclaves en fait à ces grosses boîtes. Donc là, Irène et ses camarades de Ravensbrück vont être envoyés au nord. Je fais ce geste-là, mais c'est parce que ça monte encore vers le nord de l'Allemagne. Ravensbrück, c'est près de Berlin, et le nord, c'est Hanovre, donc c'est tout au nord. Elles vont donc être convoyées vers un camp qui s'appelle le camp de Neuengamme, dont dépend un commando de travail qui est le commando de Hanovre-Limmer. Hanovre-Limmer dépend de l'usine Continental Gummi qui fabrique des pneus, des masques à gaz, tout ce qui est en caoutchouc. C'est une usine de caoutchouc. Et il y a un témoignage de sa camarade Suzanne Ronner qui dit « Nous étions à la fabrication des masques à gaz, nous fûmes répartis par équipe, à la chaîne, assis sur de hauts tabourets, nous étions une cinquantaine de chaque côté d'un tapis roulant, un trépied devant nous. Donc en fait, il faut coller le caoutchouc sur un moule en bronze en forme de museau de porc, garni du masque, on y colle des brides d'attache, etc. Donc c'est un travail à la chaîne qui est absolument épuisant puisqu'elles travaillent plus de 12 jours par jour et vous vous doutez bien qu'elles n'ont pas grand-chose à manger. Donc là, j'ai interrogé les archivistes et les historiens spécialistes du travail forcé. Le travail forcé n'est pas encore tellement étudié chez nous. Il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus. En tout cas, les historiens spécialistes du coin, du coin et du domaine, ont fait des recherches et voici ce qu'ils ont trouvé. Le monsieur s'appelle Horst Drahle, il est historien du camp de Hanovre-Limmer, là, et donc il m'écrit « Irène a probablement été rarement malade dans le camp. Les archives de Continental AG, c'est-à-dire la boîte, nous fournissent les déclarations de maladie de 60 jours. Son matricule n'est mentionné que pour un seul jour. Les détenus ont reçu des primes pour leurs bons résultats au travail. Irène a reçu des primes exceptionnellement basses. A-t-elle saboté en travaillant particulièrement lentement ?» Donc, dans les actions de sabotage, puisque ce qui va se passer dans le camp, aussi bien à Ravensbrück qu'à Hanovre-Limmer, c'est que les détenus, dont la très grande majorité et la population est composée d'un très grand nombre de résistantes qui viennent d'un peu partout, elles vont donc continuer à poursuivre leurs activités de résistance dans le camp. Et alors, qu'est-ce qu'elles font? C'est toujours Ronner qui parle. Eh bien, elles se mettent à broder. On nous a dit qu'on allait voir le sac d'Irène, voilà. Et bien, elles se mettent à broder. Donc, quelques-unes s'étaient mises à broder des petits cols, des mouchoirs. C'est ainsi que petit à petit, le goût et l'ingéniosité aidant, le bloc fut changé en un vaste atelier clandestin. Sitôt les potes fermées, ciseaux, chiffons, caoutchouc, colle sortaient des cachettes, et nous travaillions malgré notre fatigue, par plaisir avec une ardeur non coutumière. Quelques-unes s'étaient mises à broder des petits cols, entendit-elle. C'est à qui en ferait le moins. Et donc, elles sabotent à la chaîne, elles volent du matériel qui vont leur permettre de fabriquer des objets, comme le sac d'Irène qu'on pourra voir tout à l'heure, et comme celui-ci, que malheureusement vous ne voyez pas vraiment, qui est un sac en tissu brodé par Irène Rossel, qu'elle a offert à une de ses amies qui s'appelle Stéphanie Kuder. Stéphanie Kuder, c'est une jeune femme qui est née en Allemagne, qui travaillait à l'université de Strasbourg. L'université de Strasbourg s'est repliée à Clermont-Ferrand. Elle était résistante à Clermont-Ferrand, elle a été arrêtée et elle a été déportée. Elle a fait le même parcours qu'Irène, Compiègne, etc. Stéphanie Kuder est la blokova, c'est-à-dire la chef du bloc de la baraque, et c'est une femme qui fait l'admiration de toutes ses camarades parce qu'elle sert d'interprète comme tous les chefs de bloc, et visiblement c'est une femme qui a beaucoup de qualités humaines, donc on lui fait des cadeaux pour son anniversaire. Sur le sac que vous ne voyez pas, il est brodé, c'est des fleurs des champs.
aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, avec le bleuet, le grain de blé, etc. Et il y a écrit dessous Steph, c'est-à-dire le diminutif de Stéphanie, couleur, et son numéro matricule. Le numéro matricule étant la carte d'identité pour tous les déportés. Donc, tout ça pour dire quoi? Que la résistance continue dans le camp et qu'on va donc saboter, détourner les objets, conserver des liens de sociabilité parce que les résistants dans le camp qui aident toutes leurs camarades, elles essayent de se soutenir, de se consoler, de s'entraider, de se pousser à manger ou quand elles veulent se laisser mourir en fait de douleur. Il y a donc une grande solidarité, une grande entraide et aussi une grande organisation, c'est-à-dire que c'est ça qui est quand même impressionnant, c'est que toutes ces femmes, elles vont dupliquer leur organisation de résistance à l'extérieur qu'elles ont eue à l'intérieur du camp, donc dans des conditions extrêmes. On a plusieurs témoignages sur son comportement dans le camp, donc comportement exemplaire. Il y a Odette Frank le jeune qui a été déportée avec elle, qui témoigne de son dévouement pour soigner ses camarades. Il va se trouver que, justement, en soignant ses camarades, à la fin en 1945, il y a une très grande épidémie de typhus qui sévit. Irène va contracter le typhus, elle va en sortir, mais elle va en être très affaiblie. Voilà, elle va être très affaiblie par cette maladie. On a un autre témoignage sur elle, Renard qui dit « Irène, journaliste, elle avait beaucoup voyagé à travers le monde. Elle avait entre autres fait partie d'une mission américaine en 1920 à la frontière finlando-russe, mission qui recueillait les petits-enfants russes fuyant la famine. Ses conversations étaient pleines d'originalité. Connaissant les lignes de la main, elle nous prédit notre destinée. Elle mourut du typhus à Bergen. » Donc ça, c'est la résistante qui est la déportée qui a survécu, qui raconte, qui témoigne après-guerre. Donc je me dépêche parce que c'est... On est bien. C'est bon, on est bien? C'est passionnant. Donc, ça y est, on est à Hannover-Limmer, tout au nord de l'Allemagne. La guerre, c'est la fin de la guerre. Enfin, c'est la fin de la guerre, c'est une mauvaise expression. Mais disons que les choses s'accélèrent. Ce qui soutient beaucoup les déportés, c'est qu'il y a la radio, justement grâce à toutes celles qui parlent des langues étrangères, grâce au contact, aussi des contacts avec les civils, parce que dans ces commandos de travail, il y a toutes sortes de travailleurs forcés. Il y a des prisonniers de guerre, il y a par exemple des gens qui sont partis en Allemagne par la relève, il y a les fameux STO, service du travail obligatoire, et puis il y a des gens qui sont allés par conviction patriotique pour l'Allemagne nazie aussi, ça existe, et il y a les travailleurs civils allemands qui habitent le village, c'est l'usine du Continental Gummi, c'est une usine énorme, c'est un grand fief industriel, donc c'est l'usine du coin. Donc bref, tous ces gens vont finalement rentrer en contact, ce qui va permettre à celles qui sont à l'intérieur du camp d'avoir des informations sur l'avancée de la guerre. Et donc ça, pour les déportés, c'est toujours des grands moments de savoir que telle ville a été libérée, les armées alliées à l'Est et ailleurs avancent, ça les aide à supporter l'insupportable. Les choses s'accélèrent. Le 6 avril 1945, elles sont donc extraites de ce camp pour aller vers un autre camp qui s'appelle Bergen-Belsen, qui est une sorte de camp un peu spécial parce qu'il a été d'abord un camp, j'avais pu trouver le nom, de propagande pour les nazis qui l'ont utilisé pour des tas de documentaires pour montrer comme c'était magnifique les camps de concentration. Et puis après, c'était aussi un camp mouroir pour certaines catégories de population, y compris de population juive. Bref, elles arrivent là. Or, il se trouve que Bergen-Belsen s'est entre-temps transformé en véritable mouroir. Le typhus sévit, il y a des cadavres partout. En fait, on marche sur des cadavres, il y en a partout, c'est absolument terrifiant.
Elles vont marcher 3 jours, donc vous voyez, elles sont dans des conditions physiques absolument terribles. Ce sont des marches forcées, on appelle ça, certaines personnes appellent ça les marches de la mort. Elles sont forcées de marcher pour aller vers Bergen-Belsen. Les plus faibles sont exécutées. Il y a quelques cas où on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Les recherches, on ne sait pas où elles sont passées. Bref, le 8 avril 1945, elles arrivent à Bergen-Belsen. Le 15 avril, le camp sera libéré par les Anglais qui trouvent 33 000 cadavres, 10 000 malades du typhus. La situation sanitaire est tellement désespérée qu'on est obligé de brûler les cadavres et les baraques. Toutes les baraques, le vieil hôpital qui était là, on le brûle. C'est les images terribles que vous avez sans doute vues, en tout cas que moi j'ai vues, c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui, enfant. Ces monceaux de cadavres qu'on porte avec des bulldozers et qu'on brûle après, c'est absolument horrible. Il y a beaucoup de détenus qui vont mourir libérés. C'est le cas d'Irène. Quand Irène meurt, elle est libérée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a contracté le typhus, elle est très affaiblie et c'est une crise de dysenterie en fait qui va l'achever. Elle ne va pas survivre à cette crise-là. Le 6 juin 1945, elle reçoit la visite de Marthelot, dont a parlé Catherine, qui est témoin de ses derniers instants, où elle fait des recommandations. Donc effectivement, on n'a rien donné quand on n'a pas tout donné. Elle fait aussi des recommandations à sa mère, c'est-à-dire de garder la maison, etc. Donc elle dit ses dernières volontés en quelque sorte. Elle dit aussi bonsoir la France sur son lit de mort. Elle est donc enterrée dans le cimetière de Bergen-Belsen. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais l'histoire du cimetière de Bergen-Belsen mérite une conférence elle toute seule, parce qu'il y a toute une polémique autour des différentes tombes et des différents sites funéraires de ce camp qui va devenir enjeu de revendication mémorielle et de reconstruction mémorielle. En tout cas, sa dépouille est là-bas, mais elle possède aussi un autre lieu de tombe, c'est au cimetière du Perreux, exactement. Au cimetière du Perreux, et puis bien sûr elle est dans les livres, et pour le cas de Semprin, donc arrêtés, ils sont arrêtés tous les deux le même jour. Dans le dossier de déportés d'Irène qu'on retrouve aux archives, vous savez, International Tracing Service en Allemagne, à Bad Arolsen, c'est la grande centrale archivistique des camps. Et bien dans son dossier, il y a un papier comme ça, je vous le montre de très loin sur la gauche, où on dit que 2 personnes, le 14 juin 1945, font une demande pour rechercher Irène Rossel. Vous savez que les familles écrivent pour savoir où est devenu, qui est devenu un tel et un tel. La demande est signée de Georges Semprin et de Léon Blum. Et alors, en lisant ça, je me suis dit, mais Léon Blum, pourquoi Léon Blum? Comment ça se fait que Léon Blum recherche Irène Rossel? Eh bien, c'est à cause du parcours d'avant-guerre d'Irène, puisque comme son mari Léonide était à la CGT, était représentant des ouvriers russes, il était donc secrétaire CGT des ouvriers russes, il travaillait avec Léon Jouot, secrétaire général de la CGT, SFIO, Léon Blum, SFIO. Vous avez compris le truc? Et donc c'est normal que Jouot, il a aussi été déporté. Jouot a été déporté, il est rentré du camp, et donc c'est tout à fait logique que toutes ces personnes qui sont en lien pour des raisons voilà, de proximité idéologique, politique, syndicale, humanitaire, tout ce que vous voulez, recherchent. Donc Semprin déporté à Buchenwald, Léon Blum à Buchenwald aussi, mais du côté de la villa des otages, c'est partie de la déportation spéciale des otages de Marc. Donc ces 2 personnes vont rechercher, il est trop tard, hein, ces 2 personnes vont rechercher Irène, et il y en a un qui lui a fait un tombeau magnifique, et ben c'est Georges Semprin. Premier livre, Le Grand Voyage, en 1963, il parle de toute Lyon, les frères Horter, Julien Bon, hommage à Vianney Harpé,
qui a travaillé sur l'histoire, dont le fils est là, Cyril, sur l'histoire de Julien Bon. Donc, dans le bouquin, il y a Julien Bon, Irène Chiot, les frères Horter, Olivier Crête, Raoul Marchal. Il y a tout joigni. On n'a pas eu le temps de parler des profiteurs et des bourreaux. Ils sont là aussi. Donc, S'emprunt 1963, Le Grand Voyage. S'emprunt 2011, paru à titre posthume. Il parle encore d'Irène. Je vous remercie. Voilà. On reviendra. Léonide je vous le dis quand même, Léonide a été arrêté en janvier 1944. Il a été transféré à Drancy en février 1944. Il a été déporté à Auschwitz en mars 1944 et il est noté comme décédé à Auschwitz le 12 mars 1944. Encore mille merci Corinne, vous avez été capable de tout à fait improviser à l'ancienne, sans écran. Je vous applaudis encore. C'est le moment où je cède la parole à